Ah bah tiens, on va encore taper sur Netflix, ça fait longtemps. Et vous avez fait comment pour entrer dans le cinéma? Comme si t'emmenais la femme d'un copain au resto ou au cinoche. Pour lui tenir compagnie, c'est tout. Un studio portatif de télévision. Tu t'y attendais à ce scénario? Mon Dieu, qu'est-ce qui va pas avec cette prise? Si je ne sors pas très vite de score, je vais y rester prisonnier. Bonjour à tous et bienvenue dans Soyons Bon Public. L'émission est à retrouver à la fois en podcast ou sur YouTube tous les 15 jours le lundi à 17h. Et on va commencer avec le sommaire de l'émission. Dans cette émission, nous allons parler d'un sujet qui peut faire débat. Et cette semaine, on revient sur les films des plateformes et pourquoi ils ne sont pas aussi marquants, voire pas du tout, et oubliables. Je reviendrai également sur quelques news en bref avec la bande-annonce du prochain réalisateur de Retour vers le futur, Robert Zemeckis, le prochain Mel Gibson et la date de sortie de Dune 3. Enfin, je terminerai par une recommandation, que ce soit une série ou un film, qu'il soit récent ou non, bref, je vous en parle en fin d'émission. Et cette semaine, je veux vous parler de Escher avec Joseph Gordon-Levitt. Et ça commence maintenant. Dans le dossier de la semaine, je vais revenir sur un sujet qui peut faire débat et aujourd'hui, je vais revenir sur les films de plateforme et pourquoi ce genre de contenu est assez oubliable et sans saveur. Car oui, vous l'avez peut-être remarqué, ce sentiment de déjà-vu quand vous regardez une plateforme quelconque d'ailleurs, eh bien c'est parce que les plateformes utilisent effectivement des technologies basées sur l'intelligence artificielle, appelez-la l'IA si vous préférez, dans plusieurs aspects de ces opérations. Mais son utilisation dans la production des films est un sujet un peu plus nuancé. Je prétends pas avoir non plus toutes les réponses, mais voici une explication de la façon dont certaines plateformes utilisent l'IA et de la perception que ces films peuvent sembler être un mélange de films connus. Et je vais prendre en exemple la plateforme numéro 1, à savoir Netflix, pour illustrer mon propos car c'est là où c'est le plus flagrant, dirons-nous. Netflix, vous le savez peut-être, utilise des algorithmes d'IA pour analyser les scénarios et les scripts de films et de séries. En analysant des milliers de scripts existants, l'IA peut identifier des thèmes, des arcs narratifs et des éléments de personnages qui ont historiquement bien fonctionné, grâce auprès des audiences. Cela permet à Netflix de mieux comprendre ce qui pourrait être populaire et d'orienter ses décisions de production. L'une des utilisations les plus visibles de l'IA par Netflix est son système de recommandation. En analysant les données de visionnage des utilisateurs, les préférences et les comportements, l'IA de Netflix suggère des films et des séries que les utilisateurs sont susceptibles d'apprécier. Cela aide à personnaliser l'expérience de chaque utilisateur et à augmenter le temps passé sur la plateforme. Voilà, vous commencez à comprendre comment ils font. En utilisant les données analytiques, Netflix peut identifier les éléments qui plaisent le plus à ses utilisateurs. Cela peut conduire à des créations qui combinent ces éléments populaires, donnant ainsi l'impression de familiarité. Par exemple, des genres spécifiques, des types de personnages ou des arcs narratifs qui ont bien marché dans le passé peuvent être réutilisés. Vous aimez Stranger Things et les enquêtes policières? Eh bien vous aurez Enola Holmes. Vous aimez Deadpool et les films d'espionnage? Bah écoutez, on va faire Red Notice. Vous aimez les zombies et les Gardiens de la Galaxie? Eh bien écoutez, on va faire Army of the Dead. Vous aimez Game of Thrones? Vous aimez House of the Dragon et vous aimez Stranger Things? Alors on va vous faire La Demoiselle et le Dragon. Vous aimez les comédies romantiques avec des adolescents? Eh ben on va vous faire une trilogie Kissing Booth. Mais attendez, vous aimez bien aussi Le Diable s'habille en Prada ou Comment tuer son boss? Eh bien nous avons la solution avec Family Affair avec Joey King qui a déjà travaillé pour Netflix avec Kissing Booth. Bon, j'exagère un petit peu mais vous comprenez l'idée. Bien que Netflix utilise l'IA de manière extensive pour optimiser et personnaliser l'expérience utilisateur et pour orienter certaines décisions de production, il est important de noter que la création de contenu reste en grande partie une entreprise humaine. Il arrive même parfois qu'ils fassent de bonnes choses, comme Piece of Woman, Roma, Okja ou encore Don't Look Up. Les scénaristes, réalisateurs et producteurs jouent toujours un rôle crucial dans la création de films et de séries. L'IA, en analysant les tendances et les préférences, peut influencer certains aspects de la production. Mais elle ne remplace pas la créativité et l'innovation humaine. La perception de la familiarité dans certains contenus de Netflix est probablement le résultat de l'utilisation de données pour identifier ce qui fonctionne bien, combiné à une
une stratégie visant à équilibrer l'innovation avec la sécurité commerciale. Et vous, est-ce que vous avez déjà eu cette sensation sur les films de plateforme, que ce soit Netflix, Amazon Prime ou autre? Dites-le moi en commentaire. Et maintenant, les news en bref. Deuxième partie de l'émission, les news en bref. Première news, le nouveau film de Robert Zemeckis se dévoile et a l'air très étonnant, dirons-nous. Le film se base sur un concept plutôt sympa puisque celui-ci se base sur le fait de nous faire traverser le temps via un seul, unique angle de caméra. Porté par Tom Hanks et Robin Wright, cela ne va pas raconter une vie, mais plusieurs vies depuis l'aube même des dinosaures. Si les effets spéciaux semblent douteux, la bande-annonce a de quoi quand même intriguer, en espérant que l'ennui ne s'installe pas trop vite. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de cette bande-annonce? Dites-le moi en commentaire. Deuxième news, Dune Messia, ou le Messie de Dune, va sortir en même temps que Star Wars. Alors cette news peut paraître anodine et on peut dire qu'on s'en fout presque, mais elle en dit beaucoup et c'est même assez osé de la part du studio. Même si la dernière trilogie de Star Wars a des relents de vomi dans la bouche de certains fans, la fanbase est tout de même solide et certains voient encore un nouvel espoir à chaque production sortie, mais qui après recul est souvent, il faut le dire, bien nul et bien en dessous de ce que proposait Papy George, mais il faut le dire, les fans sont toujours présents. Si Dune partie 2 a bien fonctionné cette année, le troisième film, l'adaptation du deuxième roman, je le rappelle, le Messie de Dune, avec Star Wars 10, appelons-le provisoirement ainsi, la date serait le 18 décembre 2026, des sources du Hollywood Reporter affirment que le bonhomme aurait changé d'avis et qu'il serait prêt à réaliser Dune 3. En effet, Denis Villeneuve, d'après Deadline, aurait même commencé à travailler avec Legendary Pictures sur le scénario et la préparation de ce nouveau volet de la saga. Tant le cinéaste avait déclaré vouloir s'éloigner de l'univers de Dune avant de s'y replonger, peut-être nous servira-t-il un autre film entre deux, plus intimiste, moins blockbuster? Eh ben écoutez, à voir. Troisième et dernière news, le prochain film de Mel Gibson s'est dévoilé par une bande-annonce remplie d'action. Un thriller qui semble bien foutu avant de s'attaquer à la réalisation de L'Arme Fatale 5, notre cher Mel Gibson semble vouloir s'amuser un peu. Sur du divertissement axé 90, il faut le dire. Peut-être un coup d'essai avant de s'attaquer à la franchise tant aimée des fans, qu'est L'Arme Fatale. Mark Wahlberg a l'air d'en faire des caisses, et le scénario simpliste, étonnant de la part du cinéaste, qui a fait souvent débat avec ses films violents et émouvants, comme L'Homme sans visage, chroniqué pour vous sur cette chaîne, Braveheart, Apocalypto ou encore Tu ne tueras point. Qu'on aime ou pas l'homme qui a eu des propos plus que limites, il faut le dire, on ne peut qu'être d'accord sur la qualité de ces films, maîtrisés et bien réalisés. Et si on revient un tant soit peu sur la bande-annonce, elle dévoile le contenu de l'intrigue, ce qui ne laisse pas trop de place, il faut le dire, au suspense. C'est dommage car on va chercher cela en tant que spectateur quand on va voir un thriller. Le film sort le 18 octobre 2024 aux USA et nous n'avons pas encore de date de sortie en France. Est-ce qu'il sortira au cinéma ou sur une plateforme? Écoutez, wait and see. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette bande-annonce? Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Et pour finir l'émission, ma recommandation. Troisième et dernière partie de l'émission, ma recommandation. Alors ça peut être un film, une série, que ce soit une œuvre ancienne ou récente, peu importe, considérez ça comme une mini-critique car je n'irai pas forcément dans le détail. Et c'est parti. Ma recommandation est un film de 2011 par un réalisateur scénariste monteur de court-métrage, Spencer Susser. Il s'agit de son premier long-métrage et jouit d'un casting plutôt alléchant, avec Joseph Gordon-Levitt qui à cette époque était partout au cinéma et enchaînera Inception et The Dark Knight Rises à la même époque. Natalie Portman est également au casting mais a également la casquette de productrice. Rainn Wilson qui excelle à ce moment-là dans une petite série à succès avec son rôle de Dwight dans The Office, et pour le rôle de TJ, Devin Brochu qui est tout de même le rôle principal.
Piper Laurie joue le rôle de la grand-mère, elle qui était terrifiante autrefois dans The Faculty. Pour l'histoire, Escher, la trentaine, est un solitaire. Il n'a que mépris pour le monde extérieur et pour ses semblables. Il est pyromane et adore faire exploser tout ce qui lui passe sous la main. Il vit dans un van jusqu'à ce qu'il rencontre TJ, un garçon de 13 ans. TJ voit en cet homme un modèle jusqu'à ce qu'il devienne source d'ennui. Alors c'est un film un peu oublié dans la filmographie de Joseph Gordon-Levitt, ce qui est fort dommage car dans ce rôle il est tout bonnement excellent. En réalité, tous les acteurs sont bons, et c'est peut-être là que le film tire son épingle du jeu. C'est la performance avec des personnages très bien écrits. Car oui, c'est pas dans la mise en scène qui sera mis en avant, car les plans restent timides, seuls les moments symboliques resteront en lumière. Lors de sa sortie, Escher a beaucoup divisé les spectateurs, que ce soit les critiques presse d'ailleurs et les spectateurs. D'un côté, il a été apprécié par son audace et par ses performances, mais critiqué pour son ton incohérent et son personnage principal difficile à cerner. Ce mélange de réactions reflète souvent la nature des films qui prennent des risques artistiques. Pour certains, Escher est une œuvre audacieuse et émotionnellement riche, tandis que pour d'autres, il s'agit d'un film chaotique et désordonné. Mais ici, je vais vous expliquer pour quelles raisons Escher et le chaos sont bel et bien le point fort du film. Le film parle du deuil, bon, ça, ce n'est pas très compliqué vu la bande-annonce et le synopsis. La véritable question du long métrage, c'est qui est véritablement le personnage de Escher. Escher débarque un peu de nulle part et partira aussi de la même façon. Il est plus un symbole qu'un véritable humain quelque part. Il est ce que ressent TJ sur la perte de sa mère. Vous savez, l'envie de tout exploser, de faire tout valser et de se plaire dans le chaos. Alors forcément pour l'acteur Joseph Gordon-Levitt, c'est une cour de récréation pour incarner ce personnage. Mais Escher, ce n'est pas que les émotions de TJ. Il est également là pour faire bouger les choses, faire bouger les membres de la famille. Le père totalement amorphe depuis la perte de sa femme. La grand-mère qui est de plus en plus faible et qui se sent inutile compte tenu de la situation. Escher va foutre un coup de pied dedans, au point de faire évoluer tous les personnages. Escher est un anarchiste énigmatique dont l'apparence débraillée et les actions chaotiques perturbent la vie des autres, tout en leur offrant une forme de catharsis et de transformation. Escher représente la destruction créative. Il symbolise l'idée que parfois il faut démolir ce qui est brisé pour reconstruire sur des bases plus solides. Un petit peu comme l'avait fait Demolition de Jean-Marc Vallée, qu'on a chroniqué il y a quelques semaines sur la chaîne. Bien que ses méthodes soient loin d'être conventionnelles, Escher joue un rôle presque messianique. Son arrivée apporte un bouleversement nécessaire dans une maison accablée par le chagrin. Contrairement aux figures traditionnelles de sauveur, Escher n'est pas là pour consoler, mais pour provoquer. Ses actions radicales et souvent inconfortables poussent TJ et Paul à sortir de leur torpeur émotionnelle et à redécouvrir leur capacité à vivre et à ressentir. Enfin, Escher est le catalyseur de la confrontation. Sa brutalité et son honnêteté obligent les personnages à affronter leurs problèmes de front. Par exemple, lorsqu'il force Paul à sortir de son apathie ou quand il pousse TJ à exprimer sa colère et sa tristesse, Escher joue un rôle essentiel dans leur processus de guérison. Il agit comme une force extérieure, intransigeante et qui ne permet pas aux personnages de se cacher derrière leur peur. Le chaos que représente Escher, bien que perturbateur et souvent douloureux, peut en effet mener à la guérison. Il peut briser les structures rigides, forcer la confrontation avec des vérités inconfortables et catalyser des changements profonds et nécessaires. En traversant le chaos, les individus peuvent émerger plus forts, plus résilients et plus en paix avec eux-mêmes. C'est dans cette capacité à transformer le désordre en opportunité que réside le potentiel curatif du chaos. Escher est un personnage donc complexe et symbolique, représentant la destruction nécessaire pour la renaissance, la liberté anarchique et le besoin de confrontation pour guérir. À travers son personnage, le film Escher offre une exploration profonde de la douleur, de la perte et de la transformation, tout en remettant en question les normes sociales et les attentes conventionnelles. Escher, avec sa brutalité et son absence de compromis, est la manifestation de la liberté et de la vérité, poussant chaque personnage à se redécouvrir et à se reconstruire. Même si le chaos est présent dans le film et comme on l'a vu, nécessaire à la construction des personnages, cependant, le film a besoin d'un équilibrage pour TJ. Tout ne peut pas être chaos. C'est là que le personnage de Nicole, joué par Nathalie Portman, rentre en jeu. S'il y a un diable sur l'épaule de TJ, un ange l'est également. Alors qui est le personnage de Nicole? Elle incarne la compassion et la bonté dans un environnement souvent dur et impitoyable. Nicole est également un symbole de vulnérabilité. Elle est une personne fragile et désespérée, ce qui la rend proche de TJ et de Paul, incarné, je le rappelle, par Anne Wilson, qui sont eux-mêmes en train de naviguer à travers
leur propre douleur et deuil. Sa vulnérabilité met en lumière la fragilité humaine et l'impact du chaos sur les individus. Elle continue de se battre pour survivre dans un monde qui semble souvent indifférent à ses difficultés. Cette résilience silencieuse inspire TJ et montre que même dans les moments les plus sombres, il est possible de trouver de la force pour continuer. Pour TJ, Nicole devient un objet de désir et une figure de projection de ses propres espoirs et rêves. Il voit en elle aussi une échappatoire à sa douleur et une figure presque maternelle, quelqu'un qui pourrait comprendre et partager sa souffrance. Cette projection souligne le besoin de TJ de trouver du réconfort et de l'empathie dans un monde qui semble hostile. Elle sera également un catalyseur au même titre que Escher et aidera indirectement les autres personnages du film. À travers Nicole, le film explore comment les actes de gentillesse et d'empathie peuvent avoir un impact profond sur ceux qui sont en proie à la douleur et au désespoir. Je pourrais développer encore, mais je vais m'arrêter là concernant le film. Cependant, on peut continuer d'en parler en zone commentaire, je serais ravi d'en débattre avec vous. Et voilà, c'est terminé pour cette nouvelle émission. Désolé, je suis un petit peu malade, donc je sais pas si ça s'est vraiment entendu dans la vidéo, on verra bien. En tout cas, rendez-vous dans 2 semaines pour la prochaine émission. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je précise qu'il s'agit d'un avis et non d'une pensée unique. Pensez à liker, commenter, mettre un pouce bleu et d'activer la cloche pour ne rien rater. Nous sommes dispo sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, les liens sont dans la description. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Je vous invite donc à vous abonner quelle que soit la plateforme et de laisser un commentaire, nous y répondrons avec plaisir. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures. Bonne soirée à tous.